Joël Cornette, bonsoir. Merci Bonsoir. d'être venu à notre rencontre. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Écoutez, je suis historien, j'ai été longtemps enseignant dans le secondaire, le supérieur, à Paris 1, à Paris 8. Voilà, et donc j'ai eu des étudiants, il y a eu des chercheurs, et aussi j'ai écrit des livres, et maintenant, disons que je suis, comme on dit, professeur émérite, j'ai pas mal de temps pour voilà, m'intéresser, et notamment à la Bretagne, puisque commençant par étudier Louis XIV, le siècle de Louis XIV, le XVIIe siècle, je me suis intéressé à cette Bretagne que j'avais un peu paradoxalement oubliée, puisque je suis né à Brest, donc breton, brestois, et donc transplanté dans la région parisienne. Pendant très très longtemps, j'ai un peu oublié mon enracinement breton. Et c'est par l'histoire que je suis redevenu finalement breton. Et maintenant, je me sens pleinement breton par justement cette transmission du passé qui s'est faite par des livres. Alors, quelques titres de livres, vous pouvez nous en donner quelques-uns? Oh, il y a eu plusieurs, mais je pense que... Alors ça a commencé assez tôt, puisque ma maîtrise, l'équivalent du master aujourd'hui, c'est un peu les gammes en histoire, Mhm. ça a été une étude des cahiers de doléances de la sénéchaussée de Ploërmel. Nous sommes en 1789, les paysans se révoltent, sont pas très contents, il y a une crise, et le roi leur demande, dans le cadre de la convocation des états généraux, de rédiger des cahiers Mhm. de doléances. Et donc j'ai étudié ces cahiers, et c'était un travail tout à fait passionnant, puisque dans ces cahiers, je me suis rendu compte qu'il y avait des contre-cahiers, c'est-à-dire des paysans mécontents, on leur interdisait la parole, le seigneur prenait tout pour lui, Mhm. et donc ils auraient décidé, par exemple, je pense à Baignon, un petit village à côté de Oui, Ploërmel, Bénion. de se réunir le mardi suivant pour faire un contre-cahier, et en gueulant, si je puis dire, contre Mhm. leur seigneur. Donc vous voyez presque, je dirais, la préhistoire de la politisation. Très Ça bien. a été en quelque sorte mes gammes sur la Bretagne. Et puis l'histoire de Bretagne en elle-même? Alors, il y a eu une histoire de la Bretagne, voilà, mais plus tardive, c'est-à-dire que aux environs de 2000, Michel Vinocq, qui était directeur de la grande collection L'Univers historique au Seuil, m'a demandé d'écrire une histoire de la Bretagne. J'ai longtemps hésité, puisque vous le savez, il y a beaucoup d'histoires de la Bretagne, et je me demandais qu'est-ce que j'allais dire de plus ou de nouveau. Mhm. Et à vrai dire, je me suis pris au jeu, j'ai beaucoup travaillé, et je me suis rendu compte de l'immensité, à vrai dire, des chantiers sur cette histoire de la Bretagne, qui finalement est méconnue. Songez qu'elle n'est jamais enseignée, ni en primaire, ni en secondaire, et que paradoxalement, il y a beaucoup de recherches très très fécondes dans les universités, beaucoup de thèses, à Rennes, à Brest, à Lorient, à Nantes, soutenues, et donc j'ai un petit peu travaillé sur cette matière, justement, puisque pour moi l'histoire c'est un peu une pâte à modeler, qui se modifie sans cesse, et donc j'ai voulu transmettre ces recherches neuves, je pense par exemple aux presses universitaires de Rennes, qui ont publié beaucoup de thèses sur la Bretagne, et donc c'est toute cette matière neuve, en quelque sorte, que j'ai intégrée dans cette histoire de la Bretagne et des Bretons, qui est parue au Seuil en 2005, 2 volumes, 1500 pages, et j'ai été très heureux d'ailleurs d'obtenir le prix d'histoire de l'Académie française pour cette histoire, ce qui était une reconnaissance nationale d'une histoire régionale. Mhm. Et j'ai trouvé ça intéressant finalement Et Anne de que... Bretagne aussi? Alors, il y a une Anne de Bretagne en 2021. Alors là aussi, c'est plus ou moins une commande, mais c'est pour Gallimard, qui est une collection tout à fait prestigieuse, beaucoup de travail, un directeur, disons, d'édition, qui est un ami d'ailleurs très très sévère au sens de Mhm. exigeant, Mhm. et donc il m'a fait beaucoup travailler. Alors c'est beaucoup un travail d'écriture, un travail aussi de synthèse des recherches multiples sur Anne de Bretagne, et j'ai voulu justement revisiter cette, je dirais, c'est presque notre Louis XIV, si Mhm. vous me passez cette expression, c'est-à-dire c'est vraiment l'emblème finalement de l'histoire de la Bretagne. Et un emblème paradoxal, puisque beaucoup accusent Anne de Bretagne d'avoir été, entre guillemets, traîtresse, c'est-à-dire de s'être vendue en quelque sorte à la Mhm. France. Bon, moi je ne crois pas du tout à cette option, et j'ai voulu montrer, et j'en suis absolument convaincu, que jusqu'au bout, Anne de Bretagne est restée vraiment bretonne. Elle a tout fait pour que le duché soit maintenu dans une certaine, sinon autonomie, du moins indépendance institutionnelle, jusqu'à son dernier souffle. Et je crois que le livre le démontre assez. C'est à vrai dire sa fille Claude qui a, je dirais, donné la Mhm. Bretagne à la France, hein, puisque un de ses premiers gestes après son mariage avec François Ier, eh bien c'est que la Bretagne devienne française. Elle est devenue effectivement française, non pas autant d'Anne de Bretagne, Mhm. mais autant de François Ier par le traité, enfin c'est pas un traité, par l'accord de Vannes de 1532. Très bien. Et votre dernier livre, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques Alors, mots? mon dernier livre s'appelle Une histoire de l'identité bretonne. Alors, j'ai tenu à ce livre parce que c'est une histoire d'image. Et je pense que les Bretons, pendant des siècles, ont été victimes d'une image, d'un imaginaire qu'on leur a imposé.
et qui a donné d'eux, je dirais, une vision vraiment très, très, très noire, très grise. Et cette vision noire a duré des siècles. Mmh. Et j'essaie justement de reconstituer cette généalogie. On pourrait presque dire que ça va de la honte à la fierté, si vous voulez. Et je crois que l'intérêt éventuel de cette recherche, c'est de montrer qu'il y a eu une véritable révolution dans l'image des Bretons, dans ce que j'appelle les années 68, en gros de la guerre d'Algérie jusqu'à Mitterrand, c'est-à-dire 62, 81, il s'est passé là une grande révolution d'image. Le symbole, c'est un livre, c'est Le Cheval d'Orgueil de Pierre-Jacques Esselias, qui a vraiment redonné aux Bretons, je dirais, cette chair, cette humanité, et puis cette fierté, finalement, d'être breton, sans aucune honte, alors que la honte traverse le temps, depuis Hermod le Noir, au temps des Carolingiens, jusqu'à Bécassine, enfin même après Mmh. Bécassine, hein, puisque cette Bécassine sans bouche, justement, est tout un symbole finalement de cette, comment dire, bonne un peu godiche qui arrive à Paris au service de la baronne Mmh. du Bel-Air. Voilà, et c'est aussi l'image de ces Bretonnes transplantées au XIXe siècle qui doivent fuir la campagne, je dirais, misérable du XIXe siècle. Alors pas que le 19e siècle, puisque après, moi je dis, ma mère qui est née en 1920, qui était née en 1929, Oui, est partie bonne à Paris eh ben à oui, 14 ans. Donc vous voyez, elle était du Morbihan et absolument, on a exactement la même chose. Et c'est pas que le 19e siècle, absolument. 20e aussi, début 20e Absolument. Et aussi. Bécassine est là justement comme le symbole de Mm. cette transplantation presque obligée. C'est pour ça que la couverture de mon livre, j'ai mis une Bécassine gueulante avec la bouche ouverte, qui est une affiche du Du PSU PSU. de Ouais. 1980, je crois, les années 80, et qui est, je crois, intéressante Mhm. et qui marque bien justement ce renversement d'image Mhm. que j'appelle de la honte à la À la fierté. fierté. Bon, bah, Voilà. merci beaucoup. Eh Merci. ben merci à vous.